Bienvenue à Ciné-Histoire spéciale Criterion. On poursuit aujourd'hui notre deuxième film de ce programme double Seijun Suzuki, le film Tokyo Drifter, ne pas confondre avec Tokyo Drift, hein, le troisième film des Fast and Furious. Salut Jade, ça va bien? Oui, ça va bien. Puis j'ajouterais même que même la page Wikipédia dit pour Tokyo Drift, cliquez ici. Donc voilà. Ça doit être quelque chose qui arrive fréquemment, j'imagine. Il faut se dire qu'il ne doit pas avoir beaucoup de gens qui vont sur la page Facebook, la page Wikipédia de Tokyo Drifter, hein, qui est un film pas très connu malgré le fait qu'il fasse partie de la collection Criterion. C'est un film de série B, un peu comme Branded to Kill, justement. Ouais. Mais je pense qu'il se prend un petit peu plus au sérieux, celui-là. Tu sais, il est plus traditionnel, normalement constitué, moins absurde, moins... Ben, il a toujours sa forme de... sans tomber trop dans l'absurde, il est quand même surréaliste, là. Mais effectivement, c'est un film plus accessible, disons, que Branded to Kill, qui est vraiment partout, dans tout bord, tout côté. Écoute, je te laisse y aller tout de suite avec la fiche. La fiche technique. Donc, réalisateur Seijun Suzuki, né en 1923, mort en 2017 à 93 ans. Ces films, dans le fond, on disait qu'ils mettaient à l'avant le divertissement par-dessus la logique. Ce qui paraissait plus, à mon avis, dans Branded to Kill que dans celui-là. Il a travaillé pour la compagnie Nikatsu. Je vais éternuer. Il a travaillé pour la compagnie Nikatsu longtemps, là, surtout au début en tant qu'assistant réalisateur, puis après ça il a fait 40 films de série B entre 1956 et 1967, principalement dans le genre du Yakuza, donc crime organisé au Japon. Aujourd'hui, on associe fortement le Yakuza à Branded to Kill ou à Suzuki, justement. Son style surréaliste s'est attiré un petit peu la haine là, de Nikatsu. Donc, sa réponse à ça a été de faire Branded to Kill, mais Nikatsu a répliqué en le mettant sur une blacklist pendant 10 ans. Donc, Suzuki n'avait pas dit son dernier mot, a décidé de continuer à faire des films, mais de façon indépendante. Puis, avec ces films-là, va gagner plusieurs prix aux Oscars japonais. On le nomme comme étant une inspiration pour Jim Jarmusch, Tarantino, Wong Kar-wai, et on se rappelle de lui surtout au Japon, en tout cas surtout pour ses rôles au cinéma et à la télévision. Donc, Tokyo Drifter, c'est quoi Tokyo Drifter? C'est un film de 1966, originaire du Japon, évidemment, du genre, justement, Yakuza, action, crime, d'une durée de 82 minutes, donc très très court, format 2.35.1, couleur cette fois-ci. Producteur Tetsuro Nakagawa, scénario Yasunori Kawashi, musique Hajime Kaburaji qui a fait 238 pistes sonores. Là. Impressionnant. Et ouais, quand même. Directeur photo Shigeyoshi Min, montage Shinya Inu, qui a, peut-être là, que vous connaissez, il a été nominé pour un Oscar pour Tora en 1971. Un film qu'on possède d'ailleurs sur je pense que c'est sur Pearl Harbor en fait là. Un film américain c'est ça des années 70. Il y a peut-être Toshiro Mifune même, je pense qu'il jouait là-dedans. En tout cas, il y a quand même une semi-collaboration entre le Japon et les États-Unis pour la création de ce film-là. C'est bien possible. Donc, mené justement au montage là, pour ce film-là aux Oscars. Puis, les décors de Takeo Kimura. Donc, l'édition Criterion. Sensiblement les mêmes bonus là, que pour le film précédent. Donc, restauration HD, entrevue avec Suzuki et Masami Kuzu, qui est son assistant directeur. Entrevue de 97 avec Suzuki, la balance, des sous-titres en anglais et un livret avec un essai du critique Howard Hampton. Donc, pas grand-chose, mais... D'entrée de jeu, là, je pense que c'est un film qui nous a vraiment moins plu à toi et à moi que Branded to Kill. Peut-être qu'on s'attendait justement à ce qu'il ressemble à Branded to Kill dans cet aspect absurde-là. Il l'a quand même. L'aspect stylé, le style visuel, il est quand même assez intéressant, mais c'est l'histoire, on dirait, qui nous a pas accroché plus que ça. Moi, je l'ai trouvé super dur à suivre, là, plus que Branded to Kill. Branded to Kill, à un moment donné, on comprend puis on s'habitue, puis ça s'éclaircit, disons, avec le temps. Celui-là,
pas facile à suivre. J'ai même aujourd'hui, ça fait quand même quelques temps là, qu'on a regardé le film, puis j'ai de la misère à m'en souvenir vraiment. C'est pas quelque chose qui marque, j'ai l'impression. Il a fallu que je relise le résumé là pour me rappeler exactement c'était quoi. Je me rappelle de l'ambiance des couleurs dans le film, justement les décors tout ça, mais le reste là au niveau de l'histoire, effectivement, j'ai pas c'est pas quelque chose qui frappe tant que ça, c'est assez commun, j'ai l'impression, fait que c'est qu'on se perd vite parce qu'il y a beaucoup de noms de personnages, puis tu sais c'est des noms qu'on c'est pas John ou James ou tu sais c'est des noms un peu plus compliqués qu'on a en tout cas nous en Occident, on a beaucoup de difficultés à retenir vite comme ça. Fait que c'est ça c'est plus traditionnel dans ce genre crime là, tu sais justement les films de je le compare pas à un film de Scorsese là, mais tu sais c'est beaucoup il faut que tu sois investi dans l'histoire puis que tu comprennes qui sont les protagonistes puis pourquoi est-ce qu'ils sont gentils ou méchants ou peu importe. Mais j'ai quand même concocté un petit résumé donc en fait ça raconte l'histoire d'un vieux chef des Yakuza qui est nommé Kurata qui décide de prendre sa retraite et de défaire son organisation criminelle. Son fidèle homme de main, Tetsuya Ando, qui est surnommé Phoenix, qui lui, en fait, c'est pas mal lui qui est au centre de l'histoire. Il peine à apprécier la vie en dehors du crime organisé. Il est traqué par un gang rival après avoir refusé de se joindre à ce groupe-là, qui est mené par Otsuka. Donc lui, Otsuka, c'est vraiment le méchant, disons, du film. Parce qu'en effet, Otsuka désire prendre le territoire anciennement occupé par Kurata, avec une arnaque immobilière en fait. Donc il veut prendre possession de ce territoire-là, mais il a peur que Phoenix déjoue ses plans. Alors après quelques péripéties, quelques petites fusillades par-ci par-là, Kurata convainc Phoenix de devenir un drifter, une espèce d'exilé d'une certaine façon. Donc il doit quitter Tokyo pour aller c'est ça, en campagne là. Otsuka envoie cependant son homme de main, Viper, pour le tuer, mais il parvient à chaque fois à s'échapper, Phoenix dans le fond, notamment à l'aide d'un ancien membre des Yakuza d'Otsuka, donc celui qui le pourchasse, qui est le personnage de Kenji. Lorsque Phoenix va rencontrer Umetami, qui est un allié en fait de Kurata, donc le mafieux retraité, il lui apprend que Kurata a finalement rejoint les rangs d'Otsuka, donc les deux anciens gangs, disons, sont réunis et évidemment ils ont mis un bounty, là, je me souviens plus c'est quoi là, une prime sur la tête de Phoenix. Donc pas très content de cette trahison-là, Phoenix décide de retourner à Tokyo puis de tuer tout le monde. Ça ressemble pas mal à ça, tu sais, assez règlement de compte, histoire assez typique, disons, mais quand même avec son lot d'originalité, je dirais. C'est sûr que ce qui marque, c'est vraiment la couleur là, dans le film. Il y a beaucoup de jaune, beaucoup de rouge. Tu sais, je sais pas à quel point il y a de la symbolique parce qu'on n'a pas de temps de trouver les... On n'a pas trouvé qu'est-ce que ça signifiait. Par contre, il y a énormément de jaune puis de rouge dans le film. Mais le rouge, c'est du sang, là, on le comprend assez bien. Là. Ouais, mais tu sais, c'est... oui, mais c'est dans les costumes aussi, mais beaucoup plus de jaune, en fait. Tu sais, le rouge, je pense que ça vaut pas tant la peine d'en parler, mais c'est des gros décors un peu cartonnés, mais c'est jaunes. Ça fait penser au musical des années 40, mettons, ou 50 à Hollywood, là, tu sais, des espèces de fonds unis, puis des marches qui sortent d'un peu nulle part, puis on comprend pas trop. Ça a d'ailleurs beaucoup inspiré le visuel du film, ça, puis encore une fois le pop art là, qui était présent dans l'autre, dans Branded to Kill. Il s'inspire, Suzuki, aussi beaucoup des comédies absurdes, évidemment. On reste dans l'absurde, mais l'absurde accessible, là, j'ai l'impression. Puis c'est ça, on trouve d'autres parallèles aussi avec les westerns, notamment à peu près au milieu du film, il y a une grosse scène de bataille dans un bar qui a l'air d'un saloon en fait. Puis finalement tout le monde se tape dessus, puis finalement personne n'est blessé, fait que tout est bien qui finit bien, mais aussi le personnage principal qui siffle une chanson, je me souviens plus, ça m'avait fait Tokyo penser. Drifter, c'est ça, c'est la chanson Tokyo Drifter, puis c'est même l'acteur principal qui joue Phoenix, dans le fond, qui chante cette chanson-là, parce que le film commence aussi avec une séquence d'ouverture où on chante, comme dans un James Bond, la chanson de titre, dans le fond, Tokyo Drifter. Ouais, exactement, puis tu sais, c'est ça...
le sifflement me fait beaucoup penser au leitmotiv justement dans M, qui était aussi un sifflement. Donc on savait que puis la tune est quand même assez entraînante aussi là, de Tokyo Drifter, mais on savait, c'est ça, on savait reconnaître le personnage à chaque fois qu'il chantait. Puis justement parle-nous de ces acteurs-là, de cette distribution-là, parce que bon là c'est sûr qu'on l'avait pas tant fait non plus pour on l'a fait un petit peu pour Branded to Kill, mais c'est des acteurs de série B qu'on ne connaît pas tant. Celui-là, par contre, il est devenu quand même l'acteur principal est devenu quand même important là, au Japon. C'est devenu un des... Moi, j'ai pas grand-chose, honnêtement. C'est parce qu'il n'est pas percé, c'est ça, ailleurs. La dernière fois, dans Branded to Kill, je sais que je nommais Nikatsu comme étant quelque chose de vraiment grand, pis ça, puis j'avais l'impression que c'était les acteurs de Branded to Kill qui avaient tous été là, mais non, c'est dans Tokyo Drifter. Fait que là, Nikatsu, on va le nommer pas mal, mais bon, le Phoenix, dans le fond, le personnage principal, Tetsuya Watari, qui a, lui, abandonné Nikatsu quand ils ont commencé à se concentrer sur des films porno dans les années 1970. Donc, lui, il a quitté Nikatsu à ce moment-là. Chieko Matsubara, qui joue Shisharu, qui a fait plus de 100 films avec Nikatsu, donc notable. Hideaki Mitani, qui joue Kenji Aizawa, qui a commencé à travailler avec Nikatsu en 1956, puis on lui donnait surtout des rôles de beau gars, fort, tout ça, puis il est devenu rapidement une icône, mais il jouait tout le temps comme le deuxième rôle, donc, mais il était tout le temps là, tu sais, mais c'est ça, il en a fait quand même pas mal, puis il a décidé de quitter Nikatsu en 1971 pour aller à la télévision, puis il va avoir eu le rôle d'un détective dans une série qui a duré comme 10 ans à peu près, là, de 77 à 87, et mon autre personnage, ce serait Viper, qui est Tatsuzo, Tamio Kawachi, qui lui a joint Nikatsu en 1958, puis a été branded mauvais garçon dans pas mal tous ses rôles, et a finalement quitté Nikatsu dans les années 70. Donc c'est ça, Nikatsu là, pour vrai, ça a l'air c'est un studio, vraiment, ça a l'air d'être un gros studio pour la série B, disons, un peu comme Columbia était associé aux films noirs des années 50, il y avait leur propre marque de commerce. Puis je serais curieux de voir les films porno justement de ça, parce que sur Unobstructed View, qui est comme un distributeur canadien de plein de trucs, là, Criterion, Arrow, plein d'affaires, ils en ont. Eux autres, des films japonais, justement, ça a l'air des films porno, mais ça en est probablement aussi, mais tu sais, un peu comme les films d'exploitation des années 70, ou même les films italiens, là, pas Western Spaghetti, mais tous les films bas de gamme là, italiens des années 70. On dirait vraiment que les années 70, là, c'est une espèce de démocratisation du cinéma, puis tout le monde s'est mis à faire des films un peu comme ils voulaient, là, puis en dehors des studios, puis ces trucs-là. Donc, comme dans The Deuce aussi, oui. qui suit l'évolution de la pornographie, puis de l'industrie du sexe, en fait, là, à grande échelle, puis qu'on se concentre sur le film porno à partir de 77, je pense. Ouais. Exactement. Puis, je mentionnais que le film justement avait plusieurs parallèles avec des westerns ou avec les films musicaux, mais le film parodie aussi beaucoup le genre de film yakuza, notamment en exacerbant la loyauté qui est quand même connue, la loyauté et l'honneur là, au Japon, c'est quand même bien connu. La corruption aussi, qui était bien importante, qui était quand même propagée à l'époque. Puis aussi dans la structure des films de Yakuza de l'époque. Donc c'est assez traditionnel aussi, mais c'est ça, il y a une certaine parodie de ces films-là. On n'en a pas vu assez, malheureusement, pour pouvoir voir qu'est-ce que ça donne dans les films. Peut-être qu'on le réécoutera quand on aura plusieurs films de Yakuza derrière la cravate. Mais j'ai trouvé un beau parallèle, puis c'est quand même, c'est d'actualité aujourd'hui, disons. Là. Ça l'est peut-être pas au moment où l'émission va jouer, mais on a réédité, en fait, cette semaine, en même temps que Portrait of a Lady on Fire, je sais pas pourquoi je l'ai dit en anglais, là. Je vais le dire en français, c'est un film français. Exactement, mais il y avait aussi une réédition des Olympiades de Tokyo, que nous on possède ici, mais dans le coffret des Olympiques, parce que ça c'est Kon Ichigawa qui a fait ce film-là, mais ça a vraiment marqué. Il y a comme un avant les Olympiques de Tokyo en 64, puis un après. Puis Tokyo a vraiment profité de l'arrivée des Jeux Olympiques pour moderniser tout ce qui y avait autour. Puis le film fait un peu le miroir de ça. Le film commence en noir et blanc, puis passe vers la couleur pendant le générique d'introduction. Puis c'est vraiment
le passage d'un Tokyo, tu sais, des films japonais, tout en noir et blanc qu'on voyait, à un Tokyo en couleur vibrant, moyennement technologique pour l'époque. On sait qu'ils vont devenir ultra technologiques, mais je serais curieux de voir justement ces Olympiades-là. On l'a en plus, mais on va y arriver éventuellement. Certainement. Mais c'est ça, c'est vraiment, ces Jeux Olympiques-là ont vraiment amené le Japon dans la modernité, puis après ça, sont devenus un joueur important sur l'échiquier mondial au niveau de l'économie et tout. Donc, Suzuki a voulu vraiment faire tracer ce parallèle-là entre l'avant Tokyo et l'après Tokyo. Par contre, c'est ça, il va jouer beaucoup avec la couleur, comme on l'a dit, mais le studio aimera pas ça, évidemment, parce que c'est des couleurs un peu éclatées, limite néon, là. Mm-hmm. C'est très flash. Ben, si vous voyez justement sur YouTube la pochette, c'est un peu ça, là. Il y a des néons, me semble, roses dessus, ouais, c'est ça, avec son imperméable jaune. Ouais. Donc, puis c'est ça, puis il va tellement jouer avec la couleur que le studio aimera pas ça, évidemment. Donc, ils vont lui imposer le noir et blanc pour ses 2 films suivants. On sait qu'il va seulement en avoir un, parce qu'après ça, il va être mis à porte. Donc, c'est Branded to Kill. Mais voilà, donc... puis d'autres films en couleur pour Suzuki avant une bonne dizaine d'années. C'est un film, là, je pense que c'est ça, on a eu beaucoup de difficultés à suivre, qui est très dur. Il y a moins de moments mémorables aussi, j'ai l'impression, à part peut-être la chanson, puis le visuel. De scène dans l'ascenseur qui se compare pas à Captain America, mais qui marque un petit peu plus, mais parce que dans le fond, il y a beaucoup de combats puis de confrontations qui se passent en dessous du plancher de danse d'un club. Ouais. Puis c'est ça, dans le fond, on voit toujours les gens danser par-dessus, puis on se demande pourquoi le monde voit pas nécessairement, mais en même temps, dans un club, c'est peut-être la nuit, c'est comme pas trop clair, mais sinon, c'est plus l'ambiance générale, les décors, justement, puis les couleurs, surtout, mais cette espèce de multi-utilisation du jaune qu'on comprend pas trop pourquoi, mais il y en a partout, tout le temps, mais c'est pas tant, justement, des moments du film qui marquent plus que ce qu'il y a dedans, comme dans le fond, mais c'est ça. C'est effectivement, ça marque moins. Disons que Branded to Kill, il est moins drôle, il est moins absurde, il est plus traditionnel, puis c'est... Mais ce film-là a quand même inspiré beaucoup Tarantino pour le film Kill Bill, notamment... Le jaune. Ouais, le jaune, les décors aussi, mais aussi le début du film, là, je sais pas si c'est le volume 1 ou le volume 2, je pense que c'est le 1, mais le film commence aussi en noir et blanc, puis après ça, il passe à la couleur. Donc, un beau parallèle ici. On sait que Tarantino est un fan de Suzuki, donc c'est pas... Il se cache pas non plus pour faire hommage à tout. On dirait que chacun des films Criterion qu'on parle, il y a toujours une référence à Tarantino, mais bon... mais c'est ça, j'ai vraiment moins accroché à celui-là, puis c'est ça qui est paradoxal un peu, parce qu'on l'écoutait en programme double, donc l'un à la suite de l'autre, puis tu sais, ça prend même pas 3 heures, là, faire écouter les deux, puis pourtant, dans le deuxième, on était pas là, on était vraiment pas investi dans le film, alors que quand on a fait pour Henri-Georges Clouzot, c'était un film de 1h50, puis un film de 2h20, puis là, on était investi pas mal tout le long. Même Oliver Twist, puis Great Expectations. Ouais, ben moi, j'ai perdu un peu, pour Oliver Twist, là, j'ai perdu un peu l'attention, là. Mais c'est ça, tu sais, c'est fou comment le film, tu sais, prend vraiment, les 2 films prennent vraiment pas beaucoup de temps, mais qu'on a décroché après le premier parce que c'était trop différent. Tu sais, le début était prometteur, puis après ça, on se perd beaucoup trop rapidement dans les personnages, j'ai trouvé. Puis l'histoire est assez banale aussi, là, j'ai l'impression. Donc, pour ma part, moi, j'ai vraiment pas tant aimé le film. Tu sais, ça reste peut-être que si je l'écoutais seulement lui, ou si on l'avait vu avant Branded to Kill, peut-être qu'on aurait été plus flabbergasté, parce que Branded to Kill est vraiment quelque chose de différent, puis là ça aurait été rafraîchissant de voir qu'on va complètement ailleurs, mais on dirait vraiment que c'est 2 films faits par 2 réalisateurs différents, là, à la limite. Ils ont pratiquement pas de lien, c'est très dur de faire des... On s'attendait aussi à revoir les mêmes acteurs revenir, puis ça a pas été le cas. Il y en a quelques-uns. On voulait voir le gars au joue, puis il était pas là, puis c'est ça, c'était difficile de les reconnaître. Ben c'est ça, même avec les noms. C'est mal de dire ça, mais tu sais, c'est parce que c'est pas notre culture, tu sais, c'est pas tout le temps facile de savoir qui est qui là dans des films qui viennent pas d'ici, disons. Donc c'est avec les noms, puis les noms, c'est ça, c'est les noms, en tout cas les noms japonais aussi, on s'y perd aussi quand il y en a beaucoup qui sont nommés un à la suite de l'autre, là, fait que ça a été vraiment très dur à suivre, mais
quand on a posté sur le groupe Criterion, les gens semblaient préférer celui-là à l'autre, ce qui m'étonne un peu, mais qui est pas totalement... tu sais, Branded to Kill, c'est pas mal hit or miss, là. C'est soit t'adores ou soit tu détestes parce que c'est vraiment trop décousu. Moi, j'ai adoré. Puis celui-là, c'est ça, une forme plus traditionnelle. J'ai vraiment moins trippé. Donc, pour ma part, moi, je vais y mettre un 6 sur 10, ce qui est pas désastreux. Je serais prêt à lui laisser une deuxième chance, mais c'est ça, j'ai vraiment pas... j'ai pas accroché autant que j'aurais voulu. Puis c'est ça, je m'attendais, j'avais peut-être trop d'attentes maintenant que j'avais vu Branded to Kill. En tout cas, je sais pas qu'est-ce qui a fait que je l'ai moins aimé, mais c'est arrivé pareil. Donc, que voulez-vous? Écoute, non, mais je suis vraiment d'accord avec toi. Je lui donne aussi un 6 pour les raisons qu'on a nommées. Là, c'est pas quelque chose qui est venu me chercher tant que ça. Branded était meilleur. Je me rappelle même pas, il est pas marquant, il y a pas d'explication sur l'utilisation du jaune, puis j'aurais aimé ça avoir quelque chose, mais on a rien. C'est dur à suivre, il se passe pas grand chose, tu sais, c'est un peu je pense que 6 c'est correct là, ça reste bon dans nos standards, mais voilà, donc un 6 pour ma part. Beaucoup de qualité, mais c'est ça, il est juste vraiment pas venu nous accrocher autant que peut-être il l'aurait dû. Donc c'est déjà tout. Écoute, une petite émission pour cela, mais c'est pas grave, ça arrive souvent dans les programmes doubles, que la deuxième est pas mal plus courte parce que on répète pas trop d'informations non plus, mais voilà. C'était bien intéressant. Donc, pour le prochain épisode, en fait, on va recevoir Camille encore une fois. Donc, Camille Harvey qui était là pour Time Bandits. Puis là, on va parler du fameux Armageddon. Armageddon, qui est, croyez-le ou non, pas le seul de Michael Bay dans la collection, parce qu'on a aussi The Rock, qui sont deux films que j'ai vus quand j'étais vraiment plus jeune. Puis je pense que avant cette écoute-là d'Armageddon, je l'avais vu une seule fois. Donc, je pense avoir vu ce film-là 2 fois dans ma vie, donc une fois pour le podcast, puis une fois quand j'avais 8 ans, là, quand c'est sorti. Donc c'était toute une expérience de replonger là-dedans, fait qu'on a bien hâte de vous retrouver au numéro 40, parce que c'est un film complètement différent de tout le reste jusqu'ici dans la collection. On va pouvoir parler de pourquoi aussi, fait que voilà. C'est ça, plein de belles surprises la prochaine fois. Puis ça va terminer cette très belle dizaine aussi en force, là. Vous le saurez quand vous écouterez le prochain épisode sur Armageddon, en fait, savoir si on a aimé ça ou non, parce que c'est un peu l'enfant terrible de la collection. Lui et The Rock. Ouais, mais pas nécessairement. L'autre, ce serait Salo, mettons. Là, mais... ouais. Mais on comprend plus pourquoi Salo est là qu'Armageddon. Mais bon, vous écouterez le prochain épisode qui porte sur Armageddon. Donc, merci d'avoir été des nôtres, puis on se retrouve au prochain épisode. Merci.